Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir Mohamed Chérif Belmirou, professeur, ce matin dans l'invité du direct. Monsieur professeur Belmirou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à Radio M. Nous allons évoquer l'économie dans une des dernières émissions de l'année de l'invité du direct, l'économie algérienne, le contexte. Vous avez participé à un des panels d'une activité de Caire il y a quelques jours à l'hôtel Sofitel qui traitait de la feuille de route économique dans le contexte ouvert par le 22 février dernier. Très difficile de parler d'économie ces derniers mois. Vous l'avez fait, vous avez réussi à bien le faire parce qu'il faut quand même continuer à parler d'économie. C'est un sujet essentiel, structurant et préoccupant. Est-ce que vous êtes, question à vif, inquiet déjà de ce que, au niveau institutionnel, on n'arrive pas encore à voir le bout du tunnel? Oui, effectivement, il y a de quoi être inquiet. J'ai exprimé ce sentiment, parce que ça reste au niveau de l'opinion et du sentiment, de mon inquiétude il y a déjà 2 ou 3 mois, en disant que tant que la solution politique n'est pas là, l'économique va subir ce retard dans la recherche d'une solution politique. Et j'avais dit, heureux qu'aujourd'hui le Hirak est totalement orienté sur la revendication politique. Il n'a pas abordé la revendication socio-économique, mais ça ne va pas tarder. Il arrive. Ça a peut-être même commencé. Peut-être. Ça a même commencé, juste une parenthèse, ce matin, on est mercredi, 31 juillet, il y avait les travailleurs d'une des filiales du groupe Kouninef qui ont quasiment bloqué l'accès à Alger, un groupe de 200-300 travailleurs, parce que leur unité, celle des produits gras, ici au port d'Alger, semble être à l'arrêt. Donc c'est connecté oui, effectivement. Oui, en dehors des entreprises dont les patrons sont en prison, je parle du secteur économique de façon générale. La revendication économique va venir rapidement parce que il s'agit de pouvoir d'achat, de perte d'emploi. Déjà le BTPH, on enregistre 350 000 emplois qui ont été supprimés, pas au cours du Hirak depuis les 2 dernières années, 23 000 dans l'électroménager. Donc voilà, il y a des secteurs qui sont affectés, pas par le Hirak, mais par la situation économique qui dans la crise a commencé en 2014. Et donc si le Hirak se transforme en revendication socio-économique, il peut pas rester pacifique et sage, parce que là il va exiger des solutions rapides et il peut passer à la violence. Ça serait dommage. Donc il y a une inquiétude. Effectivement, je suis inquiet par rapport à la situation économique, et d'autant plus que la situation ou la solution politique n'émerge pas. En tout cas, on n'a pas des indices qu'il y a une solution politique qui se dessine au moins pour la rentrée. Donc par rapport à tout ça, il y a préoccupation, il y a urgence à réfléchir, chacun à son niveau. Et moi je dis que l'économie algérienne est aujourd'hui difficilement redressable si on lit un peu son histoire depuis l'indépendance, parce que cette économie a été bâtie exclusivement par rapport à une sphère publique. Et pourquoi on a donné beaucoup d'importance à la sphère publique? Parce que le système politique algérien depuis 62 a été conçu dans une conception patrimonialiste, c'est-à-dire celui qui a le pouvoir politique est le propriétaire de l'Algérie. C'est comme ça dans la tête de nos dirigeants. Je suis dans le pouvoir, l'Algérie m'appartient. Les autres sont des sous-traitants. Et cette logique n'est pas partie. Et lorsqu'on voit un peu les 20 années de Bouteflika, et pas uniquement les 2 derniers mandats, mais dès les 2 premiers mandats, Bouteflika produit de ce système. Sur le plan de la culture politique, c'est vraiment la synthèse de ce système. Il a commencé par élargir la sphère publique. Lui, le libéral, qu'on présentait comme un libéral sur le plan économique, il n'a rien fait de libéral, il a commencé par élargir la sphère publique. Professeur Belmirou, on va pouvoir décortiquer ce diagnostic du management des années Bouteflika. Très intéressant ce que vous dites, on va y revenir. Auparavant, l'inquiétude par rapport à la persistance
de l'absence d'une solution politique, est-ce que le monde de l'économie, professeur, académicien ou acteur de l'économie, est-ce que c'est une pression qu'il est en train d'exercer en disant attention, on est en train de s'enfoncer peut-être déjà dans la récession? Est-ce que c'est une pression qui va s'exercer plus sur le pouvoir politique ou ce qui en reste en place? Ou est-ce que ça va s'exercer, comme certains le font aussi, il faut le dire, sur les manifestants, sur le mouvement populaire, pour dire attendez, si vous êtes radicaux, vous restez sur vos positions, vous êtes en train d'enfoncer le pays dans la récession. Oui. Vous le voyez comment, ce risque économique, il fait pression sur qui le plus? Je pense que c'est les deux en même temps. Aujourd'hui, les acteurs économiques ne sont pas organisés pour former une force une action concertée. Ils sont complètement atomisés. Essentiellement à cause de l'effondrement du FCE. Entre autres. Même les autres associations qui ne sont pas au niveau du FCE, mais sont complètement atomisées. Ça, d'une part. Il y a la judiciarisation des affaires. Ça aussi, les entrepreneurs ils sont dans une peur incroyable. Et le syndicat, l'UGTA, je pense que la clé, elle est là. Le syndicat, pas de l'UGTA. Si on regarde un peu ce qui s'est passé en Tunisie, c'est l'UGTT qui a joué un rôle décisif au cours de la période de transition. L'UGTA est aujourd'hui complètement laminé. Il n'y a plus de UGTA. Et il aurait pu jouer ce rôle pour la protection. C'est-à-dire qu'il y a une partie du mouvement syndical, le mouvement syndical indépendant est en train de jouer un rôle quand même dans la société civile. Oui, pas dans l'économique. Oui, on est d'accord. Très minoritaire. Oui. On est complètement d'accord, c'est le fonctionnariat. Voilà, moi, je suis un peu dans la logique économique. C'est très bien de le pointer. Ça, c'est effectivement. Et donc, aujourd'hui, je ne pense pas que du côté politique, qu'on fasse un chantage sur le mouvement, le Hirak, pour leur dire attention, si vous continuez, voilà ce qui vous arrive. Je ne pense pas. Je pense qu'on est dans une situation d'absence d'idées originales. C'est beaucoup plus ça. L'Algérie a toujours fonctionné par la paresse intellectuelle. Quand il y a un problème, on ne réfléchit pas assez. Dès qu'on trouve la première solution, on la prend et on va voir qu'est-ce que ça va donner, parce qu'il y a cette hégémonie. Et donc, quand il y a une hégémonie, il y a un seul joueur. Donc, il prend la solution, ça ne lui plaît pas, c'est pas lui, c'est les autres qui ont tort, etc. Donc, aujourd'hui, si au moins on était dans une compétition pour des solutions alternatives, c'eût été une très bonne chose. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, par contre, le chantage s'exerce autrement. Dans le Hirak, le Hirak est traversé par plusieurs courants. Il a une façade unie, mais derrière, il y a beaucoup de courants qui le traversent aujourd'hui. Il y a de la manipulation, il y a de tout. C'est tout à fait normal. Un mouvement populaire, parce qu'il n'est pas idéologique, ou du moins il n'affiche pas une idéologie, parce qu'il n'est pas socio-économique, parce qu'il n'a pas une revendication collective. Et à partir du moment où il est uniquement politique, il peut afficher une idée plus ou moins... Ce serait quoi le chantage qui s'afficherait à ce moment-là? C'est pas en termes de chantage, c'est en termes plutôt de négociation, de compromis. Dans notre culture politique en Algérie, dans notre culture tout court, nous ne sommes pas un peuple de compromis. Nous sommes un peuple d'affrontement. Il prend la mise. Nous n'avons pas la culture du consensus et du compromis et de faire des concessions. Là, nous sommes un peuple plus ou moins assez radical. Et donc, ça joue contre nous pour construire un consensus sur le plan économique. Aujourd'hui, je crois qu'on va passer à l'épreuve de force. Oui. On va espérer que c'est vrai que là, nous sommes au lendemain du dernier discours du chef d'état-major qui a quasiment enterré la commission Karim Younes de la médiation pour le dialogue en refusant d'accéder au minimum de mesures de facilitation. Et on peut dire que s'il y avait une bourse des valeurs à Alger, après un discours comme ça, les valeurs peuvent plonger automatiquement parce qu'on va vers le tunnel. Voilà. Allez, on n'a pas de bourse de valeurs. Ça, c'est un des ratages des années Bouteflika, parce qu'on a, et c'est une transition que je m'aménage pour moi-même pour pouvoir aller à la question suivante. Qu'est-ce qui a dysfonctionné dans les années Bouteflika? Ça, c'est très intéressant. Ce que vous avez dit tout à l'heure, j'y reviens. On pensait, au début, l'équipe qui est arrivée, M. Tamar, M. Benachnou, y compris M. Khalil, surtout M. Khalil, portaient un discours d'ouverture, d'insertion dans la mondialisation, d'ouverture vers le privé en Algérie.
Et il y a eu un tournant. À un moment donné, il y a eu un tournant. Enfin, ça a été un peu le cas. Il y a eu des lois qui ont été dans ce sens-là. Et l'ouverture de l'investissement dans des secteurs qui étaient fermés encore au privé, etc. Mais ça s'est retourné 2005-2006. 2005-2006, notamment avec l'affaire Lafarge et l'affaire Orascom qui a amené, qui ensuite a dévoilé la façon dont Lafarge était. Et la loi sur les hydrocarbures. La loi sur les hydrocarbures. Qui a été retirée. Voilà. Alors, est-ce que vous diriez, en termes de périodisation de l'ère Bouteflika, qu'il y a eu une période crypto-libérale, puis finalement une période de retour à l'étatisme à la façon dont l'a toujours imaginé finalement Abdelaziz Bouteflika. Abdelaziz Bouteflika, il est venu, il est resté dans le schéma de Boumedienne avec moins. Donc il a fait illusion au début. Oui. Non, il a séparé lui. Il a confié l'économique à ses ministres dits libéraux, Tammar, Khalil, etc. Mais sur le plan politique, il n'a cédé en rien. Il a élargi la sphère publique par un investissement colossal, toujours dans la sphère publique, par une prise en charge de besoins sociaux, ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas dire qu'il faut appauvrir la population, etc. Mais lui, c'est une logique politique. Derrière ça, il y avait une logique politique, parce qu'on aurait pu réaliser des infrastructures, on aurait pu construire des infrastructures et des services publics, etc., en permettant à des opérateurs privés d'émerger. Il n'a pas laissé émerger des opérateurs privés locaux. Il a confié toute la construction, toutes les infrastructures, toute la sphère publique, il a confié à des entreprises étrangères, principalement. Donc lui, sa préoccupation... C'est un choix délibéré. Ah, c'est un choix délibéré, oui. Lui, sa légitimité, il le comprend très bien, plus la sphère publique est grande, plus il a de la légitimité, parce qu'il peut agir sur cette sphère publique. C'est une forme de base sociale de son pouvoir. Absolument. Le cas du logement est unique dans le monde. Ce niveau d'aide, ce niveau de distribution gratuite ou quasi gratuite du logement, ça on ne le trouve dans aucun modèle. Sur le plan économique, c'est le fiasco. C'est le logement qui a aujourd'hui la cause d'une partie des problèmes qu'on connaît sur le plan du déficit budgétaire. Parce que là, ça n'oublie aucune logique. Notamment la bonification du taux ? Pas uniquement, même le financement. Écoutez, quand on accède à un logement à 2 millions de dinars, la CNL accorde les 700 000 dinars d'aide, mais tout est subventionné en amont. Quand on accède à un logement qui coûte 10 millions de dinars sur le marché, on l'achète à 2 millions, on a distribué de la rente. Et Bouteflika est très conscient de cela, il l'a fait volontairement. Ses ministres lui ont posé cette question, du moins pendant le premier mandat et une partie du deuxième. Ses ministres, qui sont de brillants économistes, ont alerté sur les conséquences de ce modèle. L'insoutenabilité de ce modèle. L'insoutenabilité, mais là vraiment il a fait fi de tout cela. Au contraire, il s'est débarrassé de ses ministres avec le temps. Et parce que non, il n'était pas dans une logique économique. Il n'a pas permis l'émergence de groupes industriels grâce à la commande publique. Parce que là, pour lui, et là c'est en 2008-2009 qu'il a été en quelque sorte alerté par le risque du capital. On lui a dit attention, votre concurrent, ce n'est pas les candidats qui se présentent, mais c'est le capital. C'est les forces de l'argent, pour utiliser l'expression populaire. Voilà. Et il a introduit le 51-49. C'était à cette occasion. Et il a pratiquement fixé un seuil pour le secteur privé. Et Rabrab est tombé dans le seuil, et plus rien ne passe. Voilà, ça c'était donc politique. Le raisonnement de Bouteflika était de bout en bout politique. L'économique, ça ne l'intéresse pas. Et tant qu'il avait les moyens de gérer une économie de redistribution, ça se passait plus ou moins bien. Jusqu'au moment où on ne pouvait plus le faire, et voilà les conséquences. Alors, est-ce qu'on peut tirer la conclusion de ce que vous dites ? C'est encore une fois extrêmement intéressant, que Bouteflika a fait le choix conscient de ne pas laisser émerger un capitalisme industriel, un capitalisme relativement autonome du pouvoir politique, en pensant que pour perpétuer son pouvoir, il fallait rester dans un modèle où les hommes d'affaires resteraient des affidés au pouvoir, et c'est ce qui a donné le FCE, c'est ce qui a donné un peu le FCE, notamment dans sa phase terminale, dernière version, oui. Dans sa dernière version, celle de Al-Ihdad, donc oui. Juste un relais de redistribution de la rente, de captation de la rente, parce que c'est un terme qui a été utilisé pendant le panel de captation de la rente. C'est ça. Oui, dès le départ, en Algérie, il n'y a jamais eu une volonté affichée pour aller vers le capitalisme, ni vers l'économie de marché.
Il n'y a ni capitalisme ni économie de marché. C'est-à-dire que le pouvoir politique patrimonialiste, propriétaire de tout en quelque sorte, décide de faire de quelqu'un riche ou pauvre. C'est ça. Ce n'est pas ton succès sur la scène économique qui va te permettre d'autonomiser. Non, tu dépends de moi. C'est moi le représentant politique, le pouvoir politique. Je décide à quel niveau tu dois aller, à quel niveau tu dois t'arrêter, etc. Donc là, franchement, ça a bloqué la machine économique, ça a bloqué certaines velléités, certains investisseurs qui avaient à la fois de l'argent et des idées. Ça a bloqué parce que vous allez dépendre de la commande publique, vous allez dépendre de la régulation. La régulation, par exemple, c'est l'accès au foncier industriel. Vous imaginez le fiasco du foncier industriel. Je veux investir et je ne trouve pas de terrain. Mais c'est franchement, à Hong Kong, on n'a pas ce problème. En Algérie, on a eu ce problème. Donc là, c'est pour tenir les investisseurs. Attention, c'est bien calculé. Donc, le capitalisme se fait par un libre accès à la ressource publique. C'est ça le capitalisme. Même si je suis propriétaire, je dois mettre la ressource publique à la disposition des investisseurs. En Algérie, on l'a fait, mais de façon franchement contrôlée, surveillée, avec des règles, des rigidités extraordinaires. Et donc, le capital ressources publiques n'a pas été ouvert à la compétition. Ça, il est donné. Je te donne, toi je te donne pas. Donc ça a bloqué la machine économique, ça a bloqué beaucoup d'investisseurs, ça a permis aux investisseurs d'aller investir ailleurs, etc., etc. Les IDE ne sont pas venus en Algérie. Ça, c'est franchement aussi. On a bien démarré avec Tammar, le programme de la politique industrielle de 2007 avec Tammar. L'axe principal, c'était les IDE. Ça règle le problème du financement, ça règle le problème de la technologie, ça règle le problème des débouchés. Trois choses à la fois dans le les problème avec qui passait dans nos émissions ici, c'est qu'il est resté même après le 41-59, il a le 49-51. Oui. Lui, il a pas fait comme Ben Achnou qui a rompu avec Bouteflika quand il a changé de politique. Oui, il est resté encore une année. Il est resté longtemps. Il est resté jusqu'à 2012. Il est resté longtemps. Ça, c'est son péché mission. Est-ce qu'il n'y avait pas une alerte quand même parce que le pouvoir algérien, Bouteflika, ses conseillers n'ont pas bien regardé ce qui s'est passé en Tunisie. Il y a eu un peu le même blocage dans un modèle différent. Ben Ali Trabelsi, c'est un blocage à l'émancipation du capitalisme tunisien. À un moment donné, on ne pouvait plus faire d'affaires en Tunisie sans que ce clan ne rentre, la Essaba entre guillemets, parce que finalement c'est un peu de ça qu'il s'agit, ne rentre dans le business des nouveaux émergents ou même des anciens. Et donc ça a bloqué la machine, et quand la crise est arrivée, en Tunisie, elle est arrivée par un autre biais. C'est le client européen qui était en crise. Tout s'est effondré très vite. C'était une alerte, on aurait pu faire attention et à ce moment-là donner plus de mou au capitalisme algérien. Ça, c'est pas fait. Non, nous avons, à la différence de la Tunisie, nous avons la rente pétrolière qui permettait de financer tous les écarts. En Tunisie, on n'avait pas ça. Tout vient de l'investissement et de la production. Donc, on peut aller négocier la part dans l'investissement, mais si on n'a pas cette part, on est obligé de négocier. En Algérie, on n'avait pas besoin de ça. En Algérie, on ne raquetait pas les investisseurs. C'est la différence, parce qu'on a suffisamment d'argent. Au contraire, on recrute la clientèle chez les investisseurs pour leur donner de l'argent. Oui. Ça, il y a un cycle qui s'est opéré de façon de transfert de fonds publics vers le privé avec de la rétrocession par la suite. En Tunisie, non. On part déjà du racket. On s'associe dès le moment de la création de richesse. Voilà. On va chez le notaire avec l'investisseur. Avec la part dans le capital. Donc voilà. Sinon, j'ajouterais que par rapport à la Tunisie, il y avait une société civile assez dynamique et assez bien organisée, et en particulier le GTT. Ce que nous n'avions pas, et Bouteflika a réussi son coup d'avoir une hégémonie sur tout, y compris le GTA. Pour en finir avec cette séquence sur le diagnostic, pourquoi à partir de la crise, donc la dépression, le retournement de marché de 2014, marché pétrolier évidemment, le pouvoir ne s'est pas mis en situation de se remettre à laisser la compétition des acteurs se remettre en place pour pouvoir avoir... Je pense notamment au blocage de Cévital, qui est un peu celui qui est dans un modèle un peu différent. Il ne vivait pas de la commande publique directement. Il était dans un autre modèle qui était assez indépendant du pouvoir politique, même si à d'autres moments de son développement, il a pu être bénéficier de certaines bienveillances, mais il n'y a pas eu cette intelligence du système pour comprendre que la rente tirait vers sa fin et qu'il fallait cesser de fonctionner de la même manière. Non, il continue à croire que la rente ne tirait pas à sa fin. Ça, c'est l'hypothèse. Il pensait que les prix vont reprendre. Et il pensait que leur peur, c'est le capital privé.
sur le plan politique. Donc ils étaient un peu... Une myopie les a frappés en quelque sorte. Et Rabrab a été victime du plafonnement. On parlait de 3 milliards de dollars. Plafonnement. On ne peut pas aller plus loin. Tous les projets de Rabrab qui sont venus à partir de 2014, 14, 15, même 13, 12, on a dit que tu es plafonné, toi. Tu ne peux pas aller plus loin parce que tu deviens un concurrent politique. Et Rabrab est sorti du FCE. Et à ce moment-là, il était isolé. Et le FCE a été pris en charge par d'autres mécanismes. Alors ça m'amène à me poser quand même une question, là, qui ressort là, quand on voit que ceux qui ont payé le plus aujourd'hui, bon, il y a des hommes politiques, des chefs de premiers ministres qui sont en prison, il y a des ministres, etc., mais c'est surtout des hommes d'affaires. Et on a un peu le sentiment que, quelque part, il y a aussi un compte qui se règle avec peut-être cette partie du capitalisme algérien, pas nécessairement clean dans son éthique des affaires, oui. Mais qui a eu cette prétention de vouloir venir concurrencer les détenteurs du patrimonialisme dont vous parlez, les concurrencer dans le patrimoine. Oui. FCE, les hommes autour de Saïd Bouteflika, etc. Est-ce qu'ils ne sont pas aussi en train de payer le fait d'avoir pu être à un moment donné des prétendants dans la production et la reproduction du système algérien ? Et c'est forcément le chef d'état-major qui, au nom d'une propriété historique, est en train de leur régler ce compte. En dehors de l'aspect délinquant sur lequel la justice tranchera. Effectivement. Symboliquement, on a l'impression que c'est l'ANP qui tord le cou à un pouvoir émergent. Je ne sais pas si, pour avoir collaboré à un moment donné avec le FCE sur des dossiers techniques, je ne pense pas qu'ils avaient une conscience collective d'alternative pour le pouvoir. Non, d'ailleurs, ils n'étaient pas en mesure d'avoir cette autonomie. Non, ils étaient conscients de leur statut. Fragile. Très fragile. Sur le plan intellectuel aussi, ils n'avaient pas une vision globale. Ils étaient amarrés au système. Ils n'étaient pas en rupture avec le système. Ils ne préparaient même pas la rupture avec le système. Non, c'était des clients. La preuve, c'est qu'ils n'ont jamais réfléchi à un plan B. Ah oui. Au 4e mandat, au 5e mandat. C'est peut-être la plus grande preuve de cette incapacité. Maintenant, ils sont en train de faire leur autocritique, mais bon, c'est trop tard. Maintenant, il faut qu'ils se reconstruisent sur de nouvelles bases, etc., etc. Donc, l'autonomie du capital en Algérie n'est pas pour aujourd'hui ni pour demain. Je pense là, c'est inquiétant. On peut être d'accord avec vous sur le pessimisme par rapport à la rentrée s'il n'y a pas de solution politique, mais l'autonomie du capital, c'est une clé du développement. Absolument. Les autocrates des autres pays, General Park, Deng Xiaoping, y compris en Chine, etc., ont construit des capitalismes même sous des dictatures politiques, mais qui ont laissé de l'autonomie au capital. Absolument. C'est pas, en Algérie, on n'est pas encore dans cette démarche, on n'est pas encore sur le plan intellectuel à réfléchir sur cette question. Pour nous, l'autonomie d'un acteur veut dire un concurrent pour le pouvoir politique. Donc on n'est pas prêt à aller dans cette direction. On n'était pas pris jusqu'à maintenant, professeur Blumihou, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir quand même l'espoir d'un changement? Forcément, il va y avoir un changement, ça ne peut pas continuer comme ça. Le nouveau pouvoir politique qui ne va pas nécessairement ressembler à l'ancien au sens même institutionnel. On peut avoir une Assemblée nationale qui est plus forte qu'auparavant, un président qui a moins de pouvoir qu'auparavant, des contre-pouvoirs plus puissants. C'est ça. Justement, il faut aller dans cette direction. Le Hirak est un espoir pour l'Algérie. Là, je le dis. Le Hirak est une opportunité à saisir. Maintenant, il y a le modèle ukrainien. Je ne sais pas si tu as regardé ça un peu de près, qui a fonctionné sur une répartition de la rente, mais elle était proportionnelle à la position politique. C'est-à-dire, dans le Parlement, nous avons 300 députés, et les députés sont répartis sur des partis politiques ou sur des clans, etc., etc. Et ils avaient des entreprises. Et les entreprises étaient, en quelque sorte, affiliées à ces partis politiques. Et on partageait la commande publique en fonction de la puissance politique. Ça a du sens un peu. C'est-à-dire, vous avez la légitimité, à condition que les élections soient libres. Voilà. Et donc, puisque sur le plan politique, vous avez gagné, etc., vous avez droit à une partie de la commande publique. Bon, on peut contester ça. C'est un peu le modèle brésilien aussi, qui a fait tomber oui. tous les chefs. Les deux derniers présidents sont tombés. Voilà. Moi, je pense que
Aujourd'hui, la question principale en Algérie, c'est de restituer ou de relégitimer les institutions, c'est-à-dire le Parlement et d'autres. Ça, c'est la question principale. Parce que quand les institutions sont légitimes, qui doivent rendre des comptes, on est dans la gouvernance, à ce moment-là, quand on va voter une loi, on doit tenir compte de tous les aspects. Et on va pas. Aujourd'hui, on a voté des lois pour lesquelles les députés ne savaient même pas de quoi il s'agit. Et donc, c'est cette relégitimation politique des institutions, cette culture de rendre compte aux électeurs, qui va laisser apparaître peut-être un jour l'autonomie du capital, parce qu'effectivement, comme tu me l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas de capitalisme s'il n'y a pas de développement, s'il n'y a pas d'autonomie du capital. Et pas peut-être, y compris de développement. Et pas de développement, parce qu'effectivement, aujourd'hui, le développement se fait par le capital, par l'économie de marché. Je pense sur le plan théorique comme sur le plan empirique. Il y en a qui n'en sont pas convaincus. On a encore des forces qui considèrent que plus d'entreprises publiques, plus d'État, plus de contrôle, amène plus de développement. Ça existe toujours. Hein, mais on ne leur a jamais expliqué ça. C'est ça le problème. On ne leur a jamais expliqué combien coûte une entreprise. Il faut faire de la pédagogie. Je pense qu'aujourd'hui, le prochain gouvernement doit être vraiment compétent, beaucoup plus sur le plan de la pédagogie, d'expliquer les choses. Pourquoi l'assainissement des entreprises publiques régulier, récurrent... Il y a un chiffre qui a circulé, je ne sais pas qui l'a donné. C'est moi qui l'ai donné, 240 milliards. 220 ah oui, je l'ai milliards. cité, j'ai dit que c'était vous qui l'aviez donné. Je l'ai cité avec Ali Harbi. Oui, sur 30 ans, bien sûr, mais il faut leur expliquer. Mais c'est direct et indirect. 240 milliards de dollars. Direct, sur 30 ans. C'est aussi, il y a quelqu'un qui l'a expliqué, beaucoup de jeux d'écriture, parce qu'on est face du passif, au niveau bancaire, le passif des entreprises publiques. Oui, c'est un passif. Au lieu que l'entreprise le paye, on lui dit tu payes pas, bien sûr. Oui, là c'est les tenants de la théorie que le propriétaire doit intervenir par la capitalisation de l'entreprise au lieu que d'effacer ses dettes, mais ça revient au même au final. Alors la question qui se pose, est-ce que faire ces subventions ex post ou ex ante? Moi, je suis pour l'approche de le faire ex ante. C'est-à-dire, je donne à l'entreprise avec un plan de développement, un plan d'investissement, et je l'attends au tournant. Mais je ne laisse pas l'entreprise aller dans tous les sens, dans toutes les dérives, et elle me revient avec une ardoise. Monsieur, vous êtes le propriétaire, payez-moi cette ardoise. Tu as vu la démarche, hein, ex post, ex ante. C'est ça où se situe le problème. Aujourd'hui, si on continue sur cette démarche, effectivement, on est dans la posture d'effacer. Mais pas uniquement, parce qu'on a donné de l'argent. 2012-2013, on a donné de l'argent de modernisation des entreprises publiques. Donc là, cette question, il faut l'expliquer aux Algériens. Il faut leur dire, voilà, qu'est-ce que ça coûte, combien ça coûte, etc. etc. Et puis l'intervention du Trésor sur la sphère, sur le marché financier. Ben, il a une hégémonie sur le marché financier, il est en train d'éponger toutes les ressources et il produit un effet d'éviction pour les entreprises, pour la croissance économique. Il y a un sérieux problème à ce niveau-là. Il faut que le Trésor soit aussi discipliné. Et il ne peut dépenser que ce qui par rapport à ce qu'il a dans sa fortune. Donc, ce sont des questions qu'il faut expliquer. Mais si on n'explique pas tout ça, l'Algérien est habitué à recevoir son logement gratuit, à payer l'électricité à un tarif réduit, à avoir un système de santé déglingué mais gratuit, etc., etc. Je pense qu'il y a un effort de communication et de pédagogie qui doit prendre de l'importance pour justifier les politiques qu'on va mettre en place. Parce qu'on sera obligé de mettre des politiques assez sévères si on veut redresser l'économie, bien sûr. Alors, pour ne pas être très pessimiste, cette volonté de vérité, cette volonté de réforme, cette volonté de laisser s'autonomiser le capital... Absolument. Oui. Et de s'insérer autrement dans la chaîne de valeur internationale que comme producteur de matières premières, elle a existé à un moment donné, au début des années 90, quand on était pris à la gorge. Ouais, souvent c'est comme ça. Le gouvernement Hamarouche, c'est un peu ce qu'il a proposé, ce qu'il a développé. Donc chez le public algérien, chez l'opinion algérienne, il y a eu un moment où on est passé par un plan d'ajustement, quand même, qui était très dur, celui du FMI, etc. Donc, on sait que ce sont des politiques qu'on peut appliquer. Après, on peut discuter des résultats. Bon, on a rétabli les finances publiques à l'époque. Aujourd'hui, vous voyez le prochain gouvernement qui sortira de l'après-Bouteflika, le premier légitime issu des urnes ou d'une période de transition, vous considérez que sa première exigence, ce sera de tenir ce discours et cette pédagogie. Un discours de la vérité. Mais est-ce que ce sera possible? Parce que les Algériens vont quand même attendre
Mais notamment les Algériens les plus démunis, ils vont pas s'attendre à des mesures d'austérité, ils vont pas s'attendre. Justement, il faut partager l'effort. Justement, il faut régler cette question en expliquant aux Algériens que vous êtes dans la situation de vulnérabilité, vous avez droit à être pris en charge par la collectivité, mais il faut qu'on trouve des systèmes pour aider les plus pauvres, les plus vulnérables, plutôt que de faire un système généreux pour tout le monde. Ça, c'est des questions à poser. La dernière fois dans le débat, j'avais dit il faut arbitrer entre les prix du carburant et les prix d'électricité. Il faut dire aux Algériens, voilà, on ne peut pas subventionner les deux. On subventionne l'électricité parce que c'est justement la masse, tous les Algériens ont besoin d'électricité, ça fait partie du bien-être minima. Les carburants, non. Si vous voulez rouler, payez votre carburant. Donc il faut expliquer ces choses, ces équations, j'ai appelé ça les équations. La même chose pour les subventions, etc., etc. Donc il ne faut pas laisser sur le carreau les plus vulnérables, justement. Ça, c'est la grande question. Comme aussi bien sur les personnes comme sur les territoires. Nous sommes en train, le modèle algérien a produit, malgré le volume d'investissement qui a été plus ou moins diffusé sur tous les territoires, mais il produit encore davantage d'inégalités entre les territoires. C'est bien meilleur que la Tunisie. La problématique de la révolution tunisienne, c'était les territoires de l'ouest tunisien, le Maroc, avec le Rif. L'Algérie, de ce point de vue-là, tout le monde s'accorde à dire que c'est quand même une réussite. Non, sur le plan de ce qu'on appelle la justice sociale, l'Algérie est bien classée dans les classements même internationaux. Mais je dis avec le volume de dépenses qu'on a mis en place, en termes d'efficacité, on n'a pas réduit beaucoup, on n'a pas amélioré beaucoup cette question, alors qu'on a mis beaucoup d'argent. Les territoires, vous avez évoqué quand même dans les clés de gouvernance pour l'avenir, plus de décentralisation. C'est la décentralisation, absolument. Là, c'est la question centrale. Et on revient au pouvoir. Le pouvoir ne veut pas partager. Tout à l'heure, on dit qu'il ne veut pas partager avec le capital, il ne veut pas partager avec les territoires. Voilà, la grande question, elle est là. Et lorsque le pouvoir doit céder une partie de ses prérogatives, le pouvoir central s'entend, à un autre acteur, là, il est coincé. Intellectuellement, il est coincé. Hein. Même s'il y a de la volonté, intellectuellement, c'est pas encore prêt dans sa tête. Je pense que symboliquement, la plus grande incarnation de ce blocage, elle est produite dans le discours du conseil du président. Voilà, c'est un lapsus significatif du chef d'état-major qui, en fait, quand il intervient, on sent que c'est quelqu'un qui veut rien céder de son pouvoir. Absolument. C'est vraiment une incarnation du moment historique. La seule période qu'on a vécu, je crois que tu seras d'accord avec moi, où on a accepté de partager le pouvoir, c'est le Hamrouch, les gouvernements Hamrouch. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Absolument. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qui a été fait au cours de cette période. Je crois que les seules réformes viables qu'on a vécues au cours de 50 dernières années, c'est les réformes de Hamrouch. Alors, 50 dernières années, 50 prochaines années, on va terminer sur une prospective. Professeur Belmehoud, pardon. Le modèle dont on parle, c'est un modèle qui va perdre sa rente énergétique, on le sent, c'est la déplétion. Même s'il n'y a pas de déplétion, même si on renouvelle, même si on exploite le gaz de schiste, il y a une consommation interne qui est à un tel niveau, même si on arrive à la réduire, à la contenir, on a un problème du point de vue de notre statut d'exportateur d'énergie. Donc il faudra exporter autre chose. Modèle exportateur veut dire modèle plus ouvert sur le monde. Est-ce que les Algériens sont prêts à aller vers un modèle plus ouvert? Ils sont obligés. Le modèle autocentré ne peut plus fonctionner aujourd'hui. À moins que, on va faire de la prospective, l'Algérie est un pays pour 100 millions d'habitants. Pour être visible sur le plan international, au plan de la géopolitique, il faut avoir 100 millions d'habitants. Nous, on a une autre solution à Radio AM. Ah, oui, c'est le Maghreb. Oui. Non, mais l'Algérie plus le Maghreb, ça fait 200 millions. Ou un peu plus même. Mais l'Algérie toute seule, c'est 100 millions d'habitants. Enfin, pas tout de suite. Dans 30 ans. On a bien compris. Et là, franchement, l'Algérie peut fonctionner avec 100 millions d'habitants à condition qu'il y ait un leadership. Il faut qu'on donne un projet pour les 100 millions d'habitants. Les 100 millions d'habitants, on ne va pas les produire en Algérie. Donc, on va intégrer des populations. Nous avons un territoire immense qu'on risque de perdre. Donc là, il faut occuper le territoire algérien. On peut fonctionner avec 100 millions d'habitants, avec un projet mobilisateur, avec un leadership politique. Si ce n'est pas les 100 millions d'habitants, le 40 millions, j'ai toujours dit ça, c'est un mauvais chiffre. L'économie algérienne d'aujourd'hui peut faire vivre 10 millions. Donc soit 10, soit 100. 40, c'est le mauvais chiffre. Et là, je pense qu'il faut aller vers le 100 millions, avec un leadership politique, avec une perspective qu'on donne à ces jeunes,
qu'on intègre des populations du Sud qui viennent du Mali ou du Niger, etc., etc. Ça sera un projet mobilisateur. Ça sera un projet de fierté. Ça sera un projet d'existence dans la scène internationale. Maintenant, sur le plan de l'Algérie d'aujourd'hui, si elle continue à évoluer comme elle le fait aujourd'hui, tu sais, il y a deux approches. Il y a l'approche qui a fonctionné pendant un certain temps dans le cadre de la division internationale du travail. On choisit des filières et on dit nous on se développe dans ça parce qu'on est plus compétitif. Mais si on regarde aujourd'hui l'économie algérienne, si on la décortique avec des indicateurs, hein, c'est pas avec de l'opinion et des généralités, on est compétitif nulle part. Enfin, j'exagère un peu. On a quelques compétitivités qui sont parfois liées à l'énergie ou à la main d'œuvre, etc. Mais elles sont pas, c'est pas des compétitivités solides. Donc aujourd'hui, si on doit faire le choix, qu'est-ce qu'on va faire le choix? Sur les ressources naturelles, tout à l'heure on a parlé du tourisme ou l'énergie, c'est le naturel là. Oui, ça peut marcher, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'énergie déjà en ce moment. Et donc rentrer par le haut de la chaîne? Je pense. Il faut faire des ruptures. Il faut aller là où les gens arrivent en même temps. C'est l'électronique, c'est le numérique, c'est les services. Les AI, intelligence artificielle. Tout ce qui est. Je pense, commencer avec les autres, et peut-être on peut avoir une place. On n'a pas perdu totalement, j'allais dire, une compétitivité dans certaines industries manufacturières, mais à condition de le faire sérieusement. Pas comme ça a été fait avec l'industrie automobile. Non, c'est pas ça. Du tout pas ça. Nous pouvons faire dans certaines industries, tout à l'heure j'ai évoqué l'électronique, on peut aussi évoquer les matériaux de construction, où nous pouvons avoir une compétitivité parce que nous avons de l'énergie, mais à condition que cette énergie soit revalorisée. Aujourd'hui, on parle d'exportation de ciment. Moi, je dis, nous sommes en train d'exporter du gaz. Oui. Ça, c'est pas normal. Absolument. Parce que le ciment est compétitif grâce au prix du gaz. 55% dans une unité de ciment, il y a 55% de gaz. Donc, on est en train d'exposer un gaz subventionné. Ça, c'est pas normal. Il faut que l'exportateur fasse le calcul et restitue le prix du gaz. Et pour finir avec le lien institutionnel et politique, passer à un modèle exportateur avec des avantages comparatifs qu'on peut développer, y compris avec ce saut audacieux vers les segments les plus élevés en termes de technologie, ça signifie un pays qui politiquement est plus moderne, ou est-ce qu'on peut se permettre de ne pas être au standard de la démocratie, un peu comme la Tunisie est en train de le devenir? Comment ça nous challenge sur le plan politique? Non, je pense sur le plan politique, on ne peut pas faire l'économie de la démocratie. Ça, je pense pas qu'on puisse continuer à fonctionner. Nous sommes dans une ère géographique où on ne peut pas continuer sur un régime autoritaire. Ce n'est plus possible. Le Hirak nous a montré que ce n'est plus possible. Maintenant, la démocratie, elle a ses règles, elle a ses institutions. La démocratie, elle fonctionne bien quand il y a des institutions fortes. C'est ça la démocratie. Donc un parlement élu, des institutions, de l'État, le pouvoir régalien, le monopole de la violence appartient à l'État et pas à d'autres institutions. La régulation qu'on a évoquée, la régulation, le pouvoir de réguler l'économie, le service public, la justice, etc., etc. Donc c'est ça la démocratie. Quand on a ces services régaliens, ces pouvoirs régaliens de l'État bien installé, la légitimité politique, la démocratie peut fonctionner. Moi, je vais te surprendre en te disant, pour moi, la priorité aujourd'hui, c'est beaucoup plus les libertés que la démocratie. Il faut qu'on fasse un travail sur la liberté, les libertés individuelles et collectives. Là, c'est franchement fondamental. Avec les libertés collectives et individuelles, on peut aller vers la démocratie. Mais si on va directement la démocratie dans le sens des partis... Des urnes. Oui, c'est bien. Ouais. Mais si on n'a pas les libertés individuelles et collectives, nos partis seront des partis goudillots. Nos démarches seront toujours amputées parce que nous avons un schéma parti rattaché à l'État, le parti d'opposition, qui ne produisent rien, ni l'un ni l'autre, ne produisent de nouvelles idées. Mais quand on est on est affranchi sur le plan individuel et collectif, au plan des libertés, je pense que l'initiative peut prendre. Professeur Mouncherif Belmihoub, je ne ferai aucun commentaire à ce que vous venez de dire, tellement cela me convient. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci pour l'invitation, ça a été un plaisir. Allez, c'est le matin. Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre,
il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.